Comme vous le savez peut-être, j'ai récemment mené une recherche sur les dispositions dérogatoires des deux chartes des droits. Et aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est les résultats relatifs à la Charte québécoise, évidemment. Puis je vais tenter d'établir un lien avec les droits économiques et sociaux. Pour ce faire, je vais d'abord vous présenter certaines des approches théoriques relatives à la disposition dérogatoire. Puis ensuite, on va regarder vraiment les cas pratiques. Donc, quand est-ce que, dans des lois, on a utilisé la disposition dérogatoire de la Charte québécoise? Puis ensuite, on pourra discuter des résultats. Donc, au niveau des approches théoriques, un des premiers, en fait, je pense le premier à s'être exprimé sur l'article 52, donc la disposition dérogatoire de la Charte québécoise, c'est le professeur Henri Brun. Dès le milieu des années 70, le professeur Brun va nous dire que c'est tout à fait légitime qu'il y ait une disposition dérogatoire et que le Parlement du Québec puisse l'utiliser lorsqu'il s'agit de faire primer la liberté collective d'une collectivité qui est fragile sur le plan économique et culturel, comme l'est la collectivité québécoise. Ce sont les propos donc du professeur Brun au milieu des années 70. Ensuite, dans d'autres textes, le professeur Brun va également nous dire que la disposition dérogatoire, c'est bien parce que ça peut faire primer la dimension collective des droits de la personne, alors que dans les droits de la Charte, c'est généralement plutôt la dimension individuelle des droits de la personne qui sont mises de l'avant. Quand il parle de la dimension collective des droits de la personne, il pense entre autres aux droits à l'instruction, aux législations favorables à la syndicalisation. Ce sont certains des exemples qu'il met de l'avant. André Binet a, à mon avis, fait écho à Henri Brun. Il va nous dire, lui, d'abord que l'usage, il s'exprime plus tard au début des années 2000, et il va dire que d'abord, l'usage de la disposition dérogatoire au Québec, c'est assez fréquent. C'est la première chose qu'il constate. Puis ensuite, il va la justifier pour différentes raisons, mais entre autres parce que la disposition dérogatoire peut permettre de mettre de côté une jurisprudence conservatrice et faire triompher des mesures progressistes, notamment pour des groupes désavantagés. Donc, si on résume cette approche-là, puis évidemment, il y a des nuances entre Brun et Binet, là, mais je pense qu'il y a une communauté d'esprit. En gros, ce qu'on retrouve chez eux, c'est qu'ils ne limitent pas l'usage de la disposition dérogatoire à des cas très, très exceptionnels et rares. Ils sont ouverts à un usage un petit peu plus large. Ils assument le fait que la disposition dérogatoire peut limiter les droits individuels, puis ils nous disent que cet usage-là, ça doit servir à des fins culturelles, économiques ou sociales. À l'opposé, il y a la Commission des droits de la personne qui, elle, nous dit que l'usage de la disposition dérogatoire, c'est très peu fréquent et que ça doit demeurer très peu fréquent, que c'est seulement quand c'est nécessaire dans des situations graves de danger public pour l'existence de la nation et tout, et que la disposition dérogatoire, ça ne doit pas servir à limiter des droits, mais au contraire à mieux protéger les droits individuels. Donc ça, c'est vraiment le point de vue de la Commission des droits qui, par ailleurs, demande à ce que l'article 52 soit modifié pour rendre l'usage de la disposition plus difficile. Le professeur José Verling ne dit pas exactement la même chose que la Commission des droits, mais il y a beaucoup, je pense encore là qu'il y a une communauté d'esprit. Donc le professeur Verling va dire que le recours doit être vraiment demeuré toujours exceptionnel. Lui aussi, il prône une modification de l'article 52 pour rendre le recours à la disposition plus difficile. Et lui, autre chose intéressante qu'il nous dit, c'est que, bon, même s'il veut limiter l'usage de la disposition dérogatoire, il pense qu'elle a quand même sa place, entre autres parce que les tribunaux ne sont pas nécessairement le meilleur forum pour établir des politiques sociales, pour régler des questions sociales. D'où l'intérêt de préserver les prérogatives du Parlement, dans certains cas, grâce à la disposition dérogatoire. Puis enfin, Verling va nous dire que les droits économiques et sociaux, ça peut servir à contrebalancer les droits individuels, mais lui, il situe ça au niveau de l'article 9.1, donc au niveau du test de la limite raisonnable, et non pas au niveau de 52. Mais on va voir que ça va m'inspirer pour quelque chose tantôt. Donc, si je résume cette approche que je pense assez commune aux deux, donc autant la Commission des droits que Verling nous disent que l'usage doit demeurer exceptionnel, par exemple, si c'est nécessaire pour protéger les droits de la personne, et les deux veulent modifier l'article 52 un peu dans le même sens là, pour rendre l'usage plus difficile. Donc ça, c'est les deux principales approches que j'ai trouvées dans la doctrine. Maintenant, à des fins d'hypothèse pour vous aujourd'hui, j'ai essayé de voir est-ce qu'il y aurait moyen de faire une synthèse de ces deux approches-là, puis proposer une troisième approche. Et ça donne cette troisième approche suivante. En fusionnant les deux, on pourrait dire que en vertu de cette troisième approche, l'usage de la disposition dérogatoire ne devrait être ni trop fréquent, ni trop rare, ni strictement exceptionnel. Il faudrait situer en quelque part entre les deux. Et s'inspirant de la Commission des droits qui nous dit qu'on doit utiliser la disposition pour mieux protéger les droits, et s'inspirant de Brun-Binet qui nous disent on doit utiliser la disposition à des fins culturelles, sociales ou économiques, mais on pourrait dire on doit utiliser la disposition dérogatoire lorsqu'il s'agit de mieux protéger un droit économique, social ou culturel. Donc, c'est la troisième approche théorique que je vous
propose. Métaux, je passe vite là-dessus pour vous dire que j'ai lu des tonnes d'archives législatives et parlementaires pour voir les raisons évoquées lors des cas d'usage de la disposition dérogatoire. Donc, je vais vous les énumérer, j'en ai plusieurs, je vais essayer d'aller rapidement, mais quand même de manière compréhensible. Un exemple d'usage de la disposition dérogatoire dans la loi sur les jurés, donc on dit que les francophones peuvent être jugés par les francophones, les anglophones par des anglophones, les autochtones par les autochtones, donc on suspend le droit à l'égalité et à la liberté d'expression. Et à mon avis, aucune des approches théoriques n'explique ça. Et à la limite, on pourrait faire un lien ténu peut-être avec l'article 43 sur le droit des membres des minorités à leur propre vie culturelle, mais je pense que ce serait un peu trop tirer l'élastique, donc je considère qu'aucune des approches théoriques ne permet de justifier cet usage qui est toujours en vigueur d'ailleurs. Autre exemple, 3 lois spéciales de retour au travail, donc on force le retour au travail d'employés du secteur public en grève. On suspend la présomption d'innocence parce qu'on dit si vous n'êtes pas de retour au travail, on présume que c'est parce que vous faites la grève puis il y a des sanctions. Et à mon avis, là, évidemment, c'est pour assurer le bon fonctionnement des services publics et tout. Et encore là, je pense qu'il n'y a aucune des approches théoriques qui justifie cette utilisation-là. Même que je pense qu'on entre en tension ici avec l'article 46, qui est le droit des conditions de travail justes, parce que c'est un peu la revendication des grévistes. Et pour ce qui est de l'article 40 sur le droit à l'instruction, bien, même s'il y a une des lois de retour au travail, c'était pour le niveau collégial, le droit à l'instruction, c'est plutôt primaire-secondaire. Donc, je considère qu'aucune des approches ne justifie ce cas-là. Autre cas d'utilisation pour les petites créances, donc 7 lois qui font référence aux petites créances dans différentes lois. Évidemment, suspension du droit à l'avocat pour l'accès à la justice. Et là, on est clairement, à mon avis, dans un exemple de mesure progressiste, donc que Brun pourrait justifier au niveau de l'utilisation de la disposition dérogatoire. De manière un peu comparable, en matière de procédure judiciaire, tant dans le Code de procédure que dans la Loi sur la protection de la jeunesse, on prévoit des huis clos en matière familiale et en matière de protection de la jeunesse. Et donc, on suspend le droit à une audience publique. Et le but, c'est vraiment, quand on lit les parlementaires, ils nous le disent, le but, c'est de protéger les gens qui vivent des difficultés, qui sont vulnérables à ce moment-là. On veut les protéger en ne les exposant pas au public au niveau de leurs problèmes familiales ou autres. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui est justifié par l'approche de Brun-Binette, parce que c'est une mesure qui peut être vue comme étant progressiste. Dans une moindre mesure, peut-être que la deuxième et la troisième approche permettent aussi de justifier ça, parce que je pense que c'est dans l'esprit de l'article 39 de la Charte québécoise qui donne le droit à la protection des enfants par leurs parents et non pas par l'État. C'est pour ça que je parle d'esprit et pas nécessairement de la lettre. Une loi sur les libérations conditionnelles, à un moment donné, qui est adoptée pour que les détenus aient plus rapidement accès à une libération conditionnelle. Donc, on crée un processus administratif très rapide et on suspend le droit à l'avocat, le droit à une audience publique impartiale pour mettre quelque chose de très rapide. Et le but, c'est vraiment pour les droits des détenus. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est pour un groupe désavantagé, ce que pourrait justifier la première approche, mais ce n'est pas pour un droit prévu par la Charte. Adoucissement temporaire d'une législation. Donc, dans un cas, il y a une loi qui oblige des propriétaires à faire des travaux à leurs immeubles pour les rendre accessibles aux personnes handicapées. Mais en même temps, la loi protège ces propriétaires-là contre des poursuites pendant une certaine période de temps. Donc, on suspend le droit à l'égalité de personnes handicapées pour prévoir une période de transition. Et encore là, aucune des approches théoriques ne permet d'expliquer cela. Autre exemple, suite à l'arrêt Blakey, donc les décisions, règlements et lois du Québec sont déclarées invalides, toutes celles qui avaient été adoptées en 77 et 79 parce qu'elles n'avaient pas été adoptées en version officielle anglaise. Donc, le gouvernement voulant éviter que plein de gens qui ont été accusés poursuivent le gouvernement, il décide d'adopter une loi qui valide rétroactivement tout ça et du coup, il suspend la protection contre une condamnation pour une action qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi. Et encore là, aucune des approches théoriques, à mon avis, ne justifie cela. Autre exemple, maltraitance d'un enfant. Dans une loi, on prévoit que certains professionnels sont obligés de dénoncer à la DPJ des cas de maltraitance d'enfants, violant ainsi le droit au secret professionnel pour protéger les enfants. Et ça, c'est tout à fait, à mon avis, expliqué par la première approche théorique, puisque c'est une mesure progressiste de protection de gens désavantagés. Et c'est aussi justifié, je pense, par les 2 et 3e approches, parce que là, on est directement sur un cas d'article 39. Donc, l'article 39, c'est vraiment sur la protection des enfants. Et là, je pense qu'on y est, on peut vraiment faire un lien entre les deux. Sécurité, un autre cas de dénonciation par des professionnels, des gens qui sont inaptes à conduire. Suspension du droit au secret professionnel pour des fins de sécurité publique. Et les sécurité publique, sécurité routière, ce n'est pas une des préoccupations dans les approches théoriques. Accès à l'égalité, donc des lois qui favorisent l'accès à l'égalité à la fonction publique de certaines personnes, entre autres des handicapés,
Mais et donc, ouais, donc c'est ça, c'est drôle, mais on suspend le droit à l'égalité pour mieux favoriser certains groupes désavantagés. Donc, autrement dit, on suspend le droit à l'égalité peut-être plus formel, mais pour mettre en œuvre un droit à l'égalité plus réel en faisant en sorte que des handicapés accèdent à la fonction publique. Donc, c'est tout à fait dans l'esprit de la première approche qui prône des mesures progressistes. C'est aussi, je pense, dans l'esprit de la deuxième approche de la Commission des droits, parce que oui, on suspend de manière formelle des droits, mais peut-être que finalement, ce n'est pas un respect réel de l'égalité. Et c'est aussi, je pense, dans l'esprit de l'article 48 là, qui protège les personnes handicapées contre les formes d'exploitation. Autre exemple bien connu d'utilisation de la disposition dérogatoire, donc la religion à l'école. Pendant longtemps au Québec, on avait le choix dans les écoles publiques entre l'enseignement religieux moral, c'est-à-dire religieux catholique ou protestant, ou l'enseignement moral, ce qui était considéré comme contraire au droit à l'égalité et à la liberté de religion des gens appartenant à une religion autre que le christianisme. Les parlementaires qui ont utilisé la disposition dérogatoire ont invoqué différentes raisons, entre autres sécurité juridique, mais aussi la tradition, l'histoire et la culture du Québec. C'est pourquoi je pense qu'on se situe ici dans l'approche théorique de Brun, qui nous parle de l'importance de la protection de la culture québécoise. Et au niveau de la troisième approche aussi, je pense que c'est justifié, parce qu'à l'époque, c'est plus vrai aujourd'hui, mais entre 1975 et 2005, il y avait dans la Charte québécoise un droit à l'enseignement religieux ou moral à l'école publique. Donc je pense qu'on venait mettre en œuvre le droit ici, prévu à l'article 41, pour les chrétiens, évidemment, pour la majorité, pas pour les minorités, mais pour une bonne part de la population, on venait mettre en œuvre le droit prévu à 41. C'est pourquoi je pense que ça, c'est justifié par la troisième approche. Mais ce n'est pas justifié par la deuxième approche, parce qu'on suspend deux droits fondamentaux, droit à l'égalité, droit à la religion, pour faire triompher un droit économique, social ou culturel. Donc, clairement, ça ne s'inscrit pas, je pense, dans l'esprit de ce que propose la Commission des droits, surtout que, très concrètement, dans la commission parlementaire, la Commission des droits est allée pour s'opposer à cet usage de la disposition dérogatoire à chacune des occasions. Autre exemple, en matière de retraite, il y a des lois qui ont été adoptées, plusieurs toujours en vigueur, qui créent des régimes de retraite, entre autres, il y a différents aspects, mais entre autres, plus avantageux pour les femmes. Donc, on discrimine les hommes. Les hommes ont vraiment des moins bonnes conditions. Pourquoi? Parce que historiquement, les femmes, dans les années 50, 60 particulièrement, avaient des moins bonnes conditions de travail, de salaire, entre autres, et elles ne pouvaient donc pas cotiser à leur retraite. Alors, dans un régime de retraite ou quoi. Donc, 30, 40 ans plus tard, ces femmes-là se retrouvaient à la retraite avec très peu d'argent de côté. Donc, le gouvernement crée des régimes pour compenser, pour s'assurer que ces femmes-là ne soient pas une deuxième fois victimes de discrimination et pour s'assurer de la solidité, de la sécurité juridique de ces programmes-là. Le gouvernement a invoqué donc la disposition dérogatoire eu égard au droit à l'égalité. Et là, à mon avis, on est clairement dans un exemple qui est justifié par la première approche, qui est une mesure progressiste, et par la troisième approche, parce que il y a l'article 45 de la Charte québécoise, le droit à des mesures sociales pour assurer un niveau de vie décent. Là, c'est clairement ça qui est visé, donc on est vraiment dans la troisième approche ici. Dans une moindre mesure, peut-être que la deuxième approche, qui dit on peut limiter des droits pour faire triompher d'autres droits, mais en fait, peut-être. Là. Et là, je dis dans une moindre mesure deuxième, mais ça, c'est moins clair. Ensuite, un autre exemple, l'avant-dernier, je crois, en matière de société de fiducie ou d'épargne, il y a une loi qui prévoit encore là l'obligation pour des professionnels de dénoncer des cas de mauvaise gestion, ce qui viole le secret professionnel et ce qui est expliqué par aucune des approches théoriques. Dernier exemple que vous connaissez bien, on en parlait tantôt, l'arrêt Ford. Donc, afin de maintenir la règle de l'affichage exclusif en français au niveau commercial, le gouvernement Bourassa avait invoqué la disposition dérogatoire, donc suspendant droit à l'égalité et liberté d'expression. Et c'était, entre autres, pour répondre à l'insécurité culturelle des Québécois francophones. C'était ça qui était mentionné dans les archives parlementaires, ce qui répond tout à fait à l'approche théorique de Brun. Donc, la première approche justifie ça, mais pas les deux autres, puisqu'il n'y a pas de droit lié à ça au niveau de la Charte. Si on fait un bilan maintenant de donc, tous ces cas d'utilisation de la disposition dérogatoire, ça fait 32 lois qui ont invoqué la disposition dérogatoire qui ont été adoptées, 11 qui sont toujours en vigueur. Si on compte maintenant par article, ça fait 45 articles invoquant la disposition dérogatoire qui ont été adoptés, dont 13 sont toujours en vigueur. Donc, à mon avis, sur le critère de la fréquence d'utilisation, c'est davantage la première approche théorique et la troisième qui sont ouverts plus à un usage peut-être plus fréquent de la disposition dérogatoire. C'est vraiment les premières et troisième approches qui sont en adéquation avec la pratique, alors que l'approche de la Commission des droits et de Verling, qui sont vraiment, ils nous disent que ça doit demeurer très exceptionnel, c'est moins conforme à la pratique.
Si on regarde maintenant les motifs de fond qui sont invoqués pour les 32 cas d'utilisation de la disposition dérogatoire, la première approche, donc de Brun et Binette, explique 24 des 32 lois invoquant la disposition dérogatoire. La deuxième approche de la Commission des droits explique 9 lois sur 32. La troisième approche en explique 16. Et enfin, il y a 8 lois qui utilisent la disposition dérogatoire pour des raisons qui ne sont prévues par aucune des approches théoriques. Donc, c'est vraiment la première et, dans une moindre mesure, la troisième approche théorique qui sont davantage en adéquation avec la pratique. Est-ce que ça signifie pour autant que la première ou la troisième approche sont nécessairement les meilleures? Pas nécessairement, parce que c'est un critère. À mon avis, c'est un critère important qu'une théorie en droit soit conforme à la pratique, mais ce n'est pas le seul critère. On pourrait imaginer d'autres critères qui nous donneraient des résultats différents. Si on prenait comme exemple, comme critère, le respect du droit international, bien là, peut-être que c'est la deuxième approche qui serait la plus conforme au droit international et donc la plus valide. Alors, on peut imaginer d'autres critères. Moi, j'en ai fait qu'un, mais je n'ai pas la prétention de clore le débat. Surtout que si on regarde dans la doctrine sur la notion de théorie en droit, il y a beaucoup d'auteurs qui vont nous dire une théorie, ça ne se réduit pas à la pratique. La validité d'une théorie ne se réduit pas à la pratique parce qu'une théorie, ça a une vision plus large, ça tient en compte plus de facteurs philosophiques ou autres. Donc, on n'a pas à penser que la théorie est nécessairement subordonnée à la pratique. Certains vont même dire que la théorie, c'est au-dessus de la pratique. Hein, c'est une position défendue, par exemple, par Christian Thias. Et en terminant, autre chose que j'ai remarqué beaucoup, qu'on l'a vu avec la Commission des droits puis José Verling, il y a beaucoup de gens, à chaque bilan de la Charte, d'ailleurs, c'était le cas au 25e, à peu près à chaque bilan de la Charte, il y a toujours des gens qui vont dire qu'il faudrait modifier l'article 52. Donc, il faudrait rendre plus difficile ou du moins mieux encadrer l'usage de la disposition dérogatoire. Alors, pour ajouter ma petite pièce à cet édifice, puis il y en a vraiment beaucoup de propositions à l'égard de l'article 52, donc comment modifier la fameuse disposition dérogatoire. Mais si on voulait, par hypothèse, respecter les différentes préoccupations des trois approches et proposer une modification à l'article 52 qui tiendrait compte de toutes ces préoccupations-là, ça pourrait donner la chose suivante. On pourrait préciser à l'article 52 de la Charte québécoise que la disposition dérogatoire ne peut être utilisée que s'il s'agit de faire triompher un droit économique, social ou culturel prévu à la Charte. Mais, à mon avis, à ce moment-là, il faudrait ajouter à la liste des droits économiques, sociaux et culturels, il faudrait ajouter des droits relatifs à la langue française, un droit à l'accès à la justice, un droit à l'égalité femmes-hommes, à la sécurité juridique, bref, des droits liés au motif d'utilisation de la disposition dérogatoire que l'on a vu présentement. Et je pense que si on modifiait l'article 52 de cette manière-là, on arriverait à pallier à deux des faiblesses de la Charte québécoise. Une des faiblesses qui a été identifiée selon certains, c'est que la disposition dérogatoire est trop facilement utilisable. Et une autre faiblesse, c'est le fait que les droits économiques et sociaux seraient vraiment à un statut trop inférieur. Donc, en modifiant l'article 52 de cette façon-là, je pense qu'on pallierait en partie à ces deux faiblesses-là, mais en même temps, on ne diminuerait pas trop ce qui constitue, à mes yeux, une des forces de la Charte québécoise, c'est-à-dire le fait qu'elle arrive bien à concilier démocratie parlementaire et protection judiciaire des droits fondamentaux. Merci.